Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation. Franchement, ça m'a l'air très compliqué, hein, la génération réseaux sociaux pour être en relation avec des gens genre Drama Queen. Et après, pour l'instant, j'ai l'impression de suivre des péripéties de collégiens. Vous m'avez demandé l'analyse en aveugle de la vidéo de Fugu, de Jean-Kévin as known as Fugu, c'est-à-dire l'ancien copain de Elidia via le drama que l'on a commencé à analyser avec la vidéo de Elidia, vous vous rappelez, c'est-à-dire la vidéo du vide intersidéral où on a vu eh bien, une jeune fille un petit peu dans le sentiment, hein, dans le ressenti, je ressens que c'est ma vérité. Alors, c'est la vérité, et votre serviteur ici présent ne savait pas du tout ce qu'il y avait en jeu, de qui a frappé qui, de ce qu'était le drama au juste, qui est ce Fugu au juste, qui est cette Elidia au juste. Moi, je voyais simplement une jeune fille qui essayait de nous la mettre à l'envers en jouant sur les sentiments. Et donc maintenant, et mon petit doigt me dit que ce sera très différent, on va écouter, eh bien, j'ai trouvé la vidéo, que c'était pas aussi compliqué que ça, hein. Évidemment, 3,3 millions de vues, il y a 3 semaines. Alors écoutez les amis, sur ce drama second son de cloche, donc on va analyser ce que dit ce jeune homme Fugu apparemment, et qu'est-ce qu'il nous dit, comment est-ce qu'il nous le dit, avec les seules clés que j'ai, c'est-à-dire c'est une histoire de qui a frappé qui, et comme d'habitude, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi. Donc des fausses accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée, ça faisait déjà plus d'un mois que je... Ok, alors voilà, pardon, hein, on va le couper un petit peu, voilà, on va te couper. Alors là, déjà, ne serait-ce qu'en même pas 30 secondes, il y a un vrai changement de style, hein. Il y a une vraie différence dans l'intonation, dans l'élocution. Lui, il est ultra speed, alors son ex-copine Vanessa, non pardon, Elidia, elle était dans la douceur, dans le mièvre, dans le méliflu, dans bonjour, enfin coucou les gars. Bon, ça, évidemment, c'est leur génération qui font ça en termes de vocabulaire, mais là, en tout cas, on est sur un autre rythme. On est sur un autre rythme de parole avec quelqu'un, donc un jeune homme qui est très très speed, et ne serait-ce que le décorum aussi d'ailleurs. Avant, avec Vanessa et Lydia, on était dans un décorum chaud, chaleureux, des notes chaudes, des couleurs chaudes et réconfortantes, et là, on est dans, on est dans une voiture dans la pénombre. Alors là, bon, tout de même, il y a un fort changement de décorum. On est apparemment dans une voiture de sport, hein. Là, je le vois avec le siège et les néons. Ça gagne combien un streamer? Parce que de ce que vous m'avez dit, c'est des streamers de jeux vidéo, Valorant, je sais pas quoi. Ils gagnent combien? On peut être millionnaire en streamant du Valorant. Bon bah écoutez, les amis, demain streaming Valorant. Pour ceux, je connais pas du tout, hein. Je connais pas, mais en tout cas là, que ce soit en décorum, donc la stratégie de communication, que ce soit par l'environnement ou bien par la rhétorique, ou du moins avant de voir sa rhétorique, justement la diction et l'éloquence, eh bien on est vraiment dans deux univers différents. Donc maintenant, peut-être qu'on va pouvoir analyser le fond maintenant qu'on a vu la forme. Là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi, et j'avais prévu une vidéo... Ah tiens, il dit aussi écho. Je me rappelle que Elidia a aussi parlé d'échos qui sont venus jusqu'à lui. Bon là, on est dans le ressenti, hein. Beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Bon là, il y a plus d'objectivité de ce que je vois, parce que Elidia a nommé pas sa chaîne, mais elle a nommé sa vidéo Ma Vérité, alors que lui, il est dans le je vais rétablir la vérité, je vais rétablir ce qui est en fait, en reprenant point par point. Donc là, on est presque dans une logique mathématique, on est dans une méthode d'investigation, dans une méthode plus journalistique, alors qu'avec Elidia, on était plus dans de l'ésotérisme. Je ressens ceci, j'ai ressenti de la peur, j'ai ressenti de la frayeur, j'ai ressenti qu'il me trompait, alors il m'a trompé, j'ai ressenti que je l'ai quitté, alors je l'ai quitté, j'ai ressenti ceci, cela, et donc mon ressenti a la même valeur que le réel, parce que je ne fais pas la différence entre mes impressions immédiates et la réalité. Enfin là, voilà, pour l'instant, c'est ce que l'on peut dire. Maintenant, explique-nous tout, Fugu.
Important de préciser que je vais prendre des Je vais l'appeler Maxime, hein, désolé, parce que là, les pseudos de jeux vidéo, je sais pas quoi, c'est bon. risques juridiques durant cette vidéo. Je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie. Là, il est dans le pré-bunking. Bon, il est encore dans l'exorde plus pré-bunking. Je vais utiliser, eh bien, ceci, cela, qui fait acte de foi, des preuves. Pas des témoignages, là il n'a pas parlé de témoignages, il a parlé de papier, de chiffres, etc. Donc là on est vraiment dans une méthode quasi scientifique. Après c'est ce qu'il dit, hein. Pour l'instant c'est ce qu'il dit. Peut-être qu'après il va essayer de nous couillonner en nous parlant que de témoignages, c'est-à-dire le plus bas niveau de preuve possible, juste au-dessus de ce que je ressens avec mon petit cœur sur la situation. Privé en public, c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée. Voilà, donc là, il demande directement à son public de faire preuve de charité intellectuelle envers lui, parce que ça va être la première fois qu'il va s'adonner à ce genre d'exercice. C'est une bonne stratégie de communication pour vous faire avoir la sympathie et vous humaniser. Je vais essayer de prendre point par point, de manière un petit peu désordonnée. Je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. On va commencer par le début, simplement. Je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que 2 hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors, faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison, et la grande majorité du temps, ils venaient normalement, c'est une femme trompeuse qui impose ça à son mari. Et là, c'est toi qui invites des hommes chez toi. Bon, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, et Lydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme bah c'est bien, tout ça, j'en ai les preuves. Et après, il nous affiche faux, c'est de l'IA, faux. non. Et il nous affiche les discussions avec des discussions Discord, etc. Donc cela sous-tend bel et bien ce qui s'est passé pour l'instant. Après, on va pas s'amuser à lire. Voilà, on va dire charité intellectuelle, hein, comme on a dit. On le croit sur parole pour l'instant, et donc suspicion, présomption d'innocence, hein, tout comme son ami, son ex-ami Vanessa. Ça, mes potes, c'est pas tes bouches-trous, donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur de plus longues durées. Mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence, et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler, presque là, il faudrait des preuves justement qui prennent ton parti, et qu'il faudrait qu'ils viennent témoigner justement, mais témoigner in persona. Jour, pendant des mois, il m'a appelé ou envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque, ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle. C'est beaucoup plus fourni et beaucoup plus ancré dans les événements que Vanessa, hein, où vous vous rappelez, j'ai ressenti ceci, avec du flou artistique et du flou rhétorique de sa part. Alors après, je dis pas, hein, sa petite banquette, son petit canapé orange vif, très confortable, etc. C'était pas mal le décorum, mais hélas, la diction, l'élocution et surtout les arguments ne suivaient pas. Les arguments, en fait, n'étaient pas incarnés. Tout ce à quoi on avait droit, c'était oui, il y avait des témoignages, oui, il y avait ceci, cela, mais sans preuve à l'appui. Et lui, Maxime, donc, que fit-il? Eh bien, il nous donne des screenshots, donc des preuves à l'appui, alors que pour Vanessa, c'était un petit peu le vide. Elle était un petit peu avare en termes de preuves factuelles, elle était avare quant au respect des réalités et de son incarnation dans le problème. C'était un petit peu comme si elle volait, comme si elle survolait le problème comme ça, et qu'elle n'avait de compte à rendre à personne. Et d'ailleurs, je pense que, si je me rappelle, elle l'avait dit en tout début de sa vidéo, je n'ai pas à me justifier, ce qui justifie justement le fait que je flotte au-dessus de la mêlée et que je vous distribue comme ça par petites pincée de sel, mon ressenti et mes sentiments qui font acte de foi dans cette situation, mais des preuves factuelles et visibles et légitimes et irréfutables, non, je suis avare de ça et je ne vous en offrirai pas. Et lui, c'est le contraire.
que je la tabassais et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, peut-être que je suis délusionnal, mais pour moi c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerais pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence, je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je le parlerais toi en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle. Chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite il y a une incohérence, elle dit premièrement il me menaçait de me virer de chez lui et juste en dessous elle précise en mars 2025 sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi ce qui me pose problème c'est que... Ah oui, là je me rappelle de ça, j'ai réussi à la quitter. Et ça, vous vous rappelez, ça nous a fait tilt parce que généralement quand une personne dit ça de manière frontale, eh bien c'est que généralement il s'est passé soit le contraire ou soit c'était beaucoup plus gris que la personne ne voudrait nous le faire croire. Parce que généralement, quand a fortiori une femme veut faire dire j'ai quitté mon copain, eh bien elle le dit plutôt nous nous sommes quittés en bons amis, nous nous sommes séparés en bonne entente et on reste amis, etc. Alors que si une femme dit je l'ai quitté, c'est que vraiment il y a plutôt une revanche derrière ça, ou plutôt une volonté de hiérarchiser la situation en mettant l'autre en dessous de vous. C'est moi qui l'ai quitté, donc je suis au-dessus de lui dans cette situation parce que c'est moi après tout qui l'ai quitté comme une grosse merde parce que c'est lui qui a fauté et moi je suis innocente et je suis meilleure que lui. Ce que tu dis, j'ai réussi à le quitter, ça vient alimenter indirectement le fait que vous ayez raison quelque part. Ça veut dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant, juste au-dessus, tu précises bien, il me menaçait de me virer de chez lui. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas exactement si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps et je lui ai dit... Voilà, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit quand on a analysé la vidéo de Vanessa, je suis sûr que le mec va nous dire que c'est lui, en fait, qui l'a quitté, mais toutefois, il a commencé par dire on s'est quitté. Bon, alors écoutez, d'expérience, moi, de mon expérience personnelle, même si ça ne fait pas acte de foi, hein, en aucun cas, j'aurais plutôt tendance à le croire, lui, quant à comment s'est dégoupillée cette relation. Faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple. Malheureusement, physiquement, on ne se supporte plus. C'est la raison pour laquelle... Et en plus, il y a le message qui l'étaye, donc... S'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion... Alors après, pardon, hein, mais je vais quand même lire, je vais essayer de lire ça, je reste avec toi physiquement, parce que c'est quand même intéressant quant aux relations. Je me suis beaucoup battu pour la relation, de qui s'est passé blabla. Je ne veux plus avoir à me préoccuper de ton comportement et de tes crises de nerfs. Alors écoutez, Vanessa est-elle une drama queen? A-t-elle une personnalité borderline, ce qui va justifier le fait qu'elle interchange les rôles, qu'elle inverse les rôles? Non, en fait, c'est moi qui l'ai quitté et qu'ensuite elle va encore essayer d'inverser la situation. Oui, en fait, c'est moi qui l'ai frappé. Eh bien, peut-être, moi, de mon expérience, j'avais déjà côtoyé une drama queen, justement, et son comportement était exactement le même. C'est-à-dire que quand moi j'ai décidé de mettre fin à la relation, quelle est la première chose qu'elle a faite? Eh bien, c'est d'inverser les rôles, c'est d'inverser la situation et de me menacer, etc. Mais cela ne signifie pas, hein, parce que là, on n'a que 2 échantillons, donc pareil, charité intellectuelle, ça n'est pas une preuve scientifique. Peut-être, je dis bien peut-être que cet ex de mon expérience et que son ex à lui, Vanessa, peut-être que ce sont les 2 seuls drama queens sur Terre qui vont se comporter comme ça. On n'en sait rien, mais en tout cas, déjà, on a 2 échantillons, ce qui constitue une coïncidence. Et à la 3e fois, eh bien, l'échantillon va augmenter. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça avec une drama queen. On doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. Je sais exactement où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un... alors je pensais que... Alors là par contre, là tu es en train de flouter, de flouer un petit peu ces mêmes raisons. Moi je pensais que c'était parce qu'elle se comportait comme une drama queen au regard du message que tu pouvais plus supporter. Là tout d'un coup c'est parce qu'elle t'a menti quand elle était enceinte et qu'elle a fait du chantage. Bon écoutez, on va le découvrir.
amie à moi, et je Ça, reçois c'est des messages expliqué. de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle, et les premiers mots qu'elle trouve à me dire c'est loupiote la grosse pute. Alors effectivement Et elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi, ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement, il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux, si tu veux je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là elle me dit non, je suis fatigué, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là physiquement nous n'étions plus en... Rappelez-vous, charité intellectuelle, moi je la crois, hein. Vanessa était fatiguée, et donc, on la croit, elle va en chercher un demain de test, aucun souci. ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille, bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a peur qu'il soit positif. Ah bah voilà, ça c'est une post-ductibilité, c'est-à-dire que là elle te donne la raison pour laquelle elle ne veut pas faire un test de grossesse depuis hier. C'est-à-dire que hier, elle t'a menti, non, elle n'était pas fatiguée, elle avait déjà décidé qu'elle ne ferait pas le test de grossesse parce que ça lui faisait peur. Mais là, comme elle est acculée et qu'on est le lendemain et que elle a dit qu'elle allait le faire, elle n'a pas le choix, elle a dû déballer toutes ses cartes alors que non, ne t'inquiète pas, psychologiquement, elle a très certainement déjà pris cette décision de ne pas le faire depuis hier. C'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation. Ça a l'air, petite parenthèse, ça a l'air compliqué les histoires amoureuses entre jeunes, hein. Je sais pas pour vous quel âge vous avez, si c'est instable pour vous, enfin si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes marié, hein, dites-moi tout ça en commentaire. Mais là, franchement, ça m'a l'air très compliqué, hein, la génération réseaux sociaux pour être en relation avec des gens genre drama queen et après ça verse vers le chantage à la femme enceinte. Enfin bon, bref. De briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle cite, m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme, par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas, 100% des screens, c'est elle... Vraiment, on dira ce qu'on voudra, mais avoir un ou une partenaire qui est calme, enfin là, a fortiori, parce qu'on est tous les deux des hommes cis, hétéros, oui, je précise, mais vous pouvez... ne pas être cis, pas être hétéro, c'est pas grave, mais en tout cas, oui, c'est vraiment important de trouver une partenaire qui vous fait pas chier, en fait. Voilà, une partenaire qui n'est pas drama queen, qui ne va pas vous faire du chantage, je sais pas quoi, qui sait être en paix avec elle-même et qui soit facile à vivre, hein. Voilà, c'était la petite réflexion du soir. Qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bons termes. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets. Bon, on va encore suivre un petit peu, mais là pour l'instant j'ai l'impression de suivre des péripéties de collégiens. Je sais pas pour vous. Ça, vraiment, moi, je vois ça au collège. Oh, Vanessa, non, oui, Rodrigo, oui, tu m'aimes, mais oui, Vanessa, je t'aime, mais finalement, Pamela, Pamela et Samantha, je les aime encore plus. Et donc, bon, ça, voilà, ça, j'ai vu ce genre d'histoire au collège, mais ensuite, après, je sais pas quel âge ils ont. Bon, apparemment, ils ont l'âge de ces histoires. Mais je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça, si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague, tu vois. Si dans un contexte je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi. Pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme, par peur des représailles et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et je n'ai
n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué... Là voilà, là on est quand même dans des réflexions didactiques. Alors didactique oui, et maïotique, c'est-à-dire il se fait accoucher lui-même de ses idées et d'après les screens, il essaie de faire accoucher Vanessa de ses idées à elle. On est tout de même depuis le début dans une espèce de réflexion descartienne et ou cartésienne, c'est-à-dire tout le contraire de Vanessa qui base sa réflexion, non pas sur la réflexion, non pas sur le niveau 2 ou du moins le système 2 de la pensée, mais plutôt sur le système 1, c'est-à-dire sur l'éjaculation précoce de la pensée, c'est-à-dire sur les sentiments, sur ce que je ressens et sur mes impressions immédiates. Tout le fait que j'ai dit que là on n'est vraiment pas au même niveau de la pensée et de la réflexion et donc de l'appréciation de cet événement et de ce drama dont je n'y comprends foutrement rien tellement c'est trop compliqué pour pas grand chose, mais de toute façon vous le voyez on est plutôt là pour analyser le mode de fonctionnement de ces deux protagonistes et de comment est-ce qu'ils se défendent et de quel est leur point de vue sur la situation. Et là pour l'instant eh bien il y a plutôt le mode de pensée raisonnable et le mode de pensée déraisonnable et irrationnel. Et bah écoutez, je vous laisse savoir lequel des deux protagonistes est dans le raisonnable et lequel ne l'est pas. Et il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés, je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant... On va avancer encore un peu parce que là je vois qu'il y a un gros pic, donc peut-être que là il y aura des trucs croustillants et puis après je pense que ce sera bon. L'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité, mais il y a zéro contexte. Là, il y a une promesse d'objectivité, c'est-à-dire je vais prendre sur moi et je vais me faire l'avocat du diable et je vais vous dire en quoi j'ai péché moi-même. Est-ce que Vanessa a fait ça? Eh ben non, parce que Vanessa était parfaite et c'était l'autre, le méchant absolu. Il n'y a pas de preuve et je trouve ça absolument... Ce qui est un monde dans lequel vous vous insinuez vous-même quand vous réfléchissez avec vos émotions et vos tripes. C'est normal que les gens croient la victime, mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête, mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Avant de parler de la fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle, je tiens à préciser que ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard, des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Là on va entrer en zone rouge, enfin les choses croustillantes. Des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous Mélissa. J'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni, j'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle, elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin, c'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, les gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même comme ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi. Au cas où je prendrais la parole, elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version. Bah oui, la drama queen que j'ai connue aussi, elle avait contacté d'autres filles que je connaissais pour dire que j'étais une méchante personne alors que je n'avais rien fait. Mais bon, corrélation illusoire, toujours.
sans savoir qu'Elydia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elydia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi. Et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M... Alors oui, ok, ça aucun souci, mais maintenant on veut les preuves par contre. Ce jour-là avait décidé Il faudrait qu'on ait accès à la conversation. Détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé, et en fait je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux, ça risque d'être compliqué mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elydia a raconté à M. Dans cet appel, Elydia mentionne le fait que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué, donc encore une fois je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée, aspirée, linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elydia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde, et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital, ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort, et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites, en tout cas mon père m'a dit de ne pas venir, et quelques jours après qu'elle se soit... Oui, mais c'est aussi un syndrome, c'est aussi une caractéristique des gens qui sont drama queen et borderline, ils sont aussi paranoïaques et querelleurs. Donc psychologiquement, hein, je ne peux pas le prouver. Je suis désolé parce que je ne connais pas Vanessa en propre, mais en revanche, je connais l'être humain. Or, Vanessa est un être humain, alors je connais Vanessa. Voilà, petit syllogisme, vous faites ce que vous en faites, tout simplement. Mais en tout cas, je connais la psychologie et la nature humaine, et donc il y a peut-être de fortes chances pour que Vanessa soit effectivement et factuellement une drama queen borderline paranoïaque, chiante, hein, comme attachante, comme disent les autres, et qu'elle soit querelleuse et qu'elle aime surtout créer des problèmes. Pourquoi? Eh bien parce que cela lui procure des émotions. Or, qu'est-ce que Vanessa nous a livré dans toute sa vidéo Ma Vérité? Eh bien, réponse, des émotions, des sentiments. Pourquoi? Eh bien parce que c'est son monde à elle. Vanessa vit dans un monde d'émotions, de sensations, de flou artistique. Quant à la rationalité et à la raison, de la raison, elle n'en a cure, du rationnel, elle n'en fait pas grand cas. Tout ce qui compte, c'est ce qu'elle ressent, et elle veut ressentir toujours plus. Elle est addicte à deux choses, l'attention et les émotions, et lorsqu'elle ne ressent plus d'émotions, eh bien, comme c'est son monde, c'est comme si le monde n'existait plus, et si le monde n'existait plus, eh bien, c'est comme si Vanessa était morte, et c'est pour ça qu'elle est chiante, Maxime. Elle est chiante parce que ça lui procure des sensations et des émotions, et ça lui permet de se sentir en vie, tout simplement. Voilà pour mon analyse. Écoutez, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez de ce drama. Moi, je n'en pense pas grand-chose parce que c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour ce que c'est, et cela demanderait d'investir énormément d'énergie pour essayer de vraiment et de véridiquement décortiquer tout ça. Mais en tout cas, les deux profils psychologiques, je pense qu'on a bien réussi à les situer plus ou moins. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le droit de dire que non, en fait, c'est lui le manipulateur et que c'est Elydia qui est la pauvre petite brebis innocente. J'espère que cette seconde vidéo d'analyse de ce drama, qui vaut ce qui vaut, hein, bien sûr, vous aura plu. Et comme d'habitude, je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.